Vous vous souvenez du schéma de Maxime? Je me situe tout en haut à droite dans la partie rouge où c'était marqué bloc sur mesure, et on va essayer de voir est-ce qu'on peut pas naviguer un petit peu autour et de se balader entre quelques cases pour éviter justement de recoder à chaque fois des trucs sur mesure. Pourquoi? Parce que a priori ça devient de plus en plus un réflexe chez les devs, et je vise personne, mais a priori il y a quand même beaucoup de devs dans la salle. La maladie de Gut, ça a été de dire on ne sait pas faire autrement, donc on va faire du sur-mesure. On va voir qu'il y a des petites alternatives. Pour ça, on va essayer de comprendre, pourquoi le sur-mesure c'est un petit peu risqué, ou en tout cas les pièges qu'on peut éviter. On va essayer de voir comment on peut tirer quand même parti de Gutenberg sans coder. Et après, on fera avec du code. Si j'ai un peu de temps, je vous montrerai quelques exemples qu'on a pu faire à l'agence, et comme ça vous donnera quelques idées sans doute. Première chose, voyons comment est-ce que le sur-mesure n'est pas toujours une très bonne idée. C'est à croire que la passion numéro 1 chez les devs, je l'ai dit juste avant, c'est de coder. Alors que, a priori, notre métier est plutôt de résoudre des problèmes. Ça vient redescendre un petit peu d'un cran. Et quand on oublie un peu ce passage-là, ça peut nous faire prendre des décisions qui ont un impact plus tard sur tout un tas de pans d'un projet. Première chose, on vient potentiellement mettre une barrière à l'entrée pour les équipes. Alors en 1, on pense aux équipes tech parce que il va falloir monter en compétence sur certaines technos. J'en ai listé 2-3, JS, React, j'ai pas mis Webpack, mais a priori ça vient faire de la glue avec tous les autres. Et du coup, ça vient créer des difficultés pour transmettre le projet à certains devs. Pourquoi? Il suffit indirectement, on vient créer une dépendance avec des devs, en particulier qui maîtrisent déjà cette techno. Et du coup, il suffit le fameux bus factor de Benjamin tout à l'heure, qu'il y en ait un qui s'absente pour une raison un peu moins grave que se prendre un bus. Et du coup, on se retrouve à avoir une dette humaine. Donc, les blocs qu'on aurait codés sur mesure, ils ne vont pas forcément être réutilisables faute de temps ou de moyens sur le projet en tant que tel. Et petit à petit, ça va amener des absences de standards, de conventions, de communication, etc. Donc, si le dev quitte le projet, c'est là où moi je vais parler de blackout technique. C'est-à-dire que, oui, techniquement, on ne va pas pouvoir suivre l'évolution de ce bloc en particulier. Donc, on peut se poser la question si tout ça, ça facilite vraiment l'autonomie des équipes projets au sens large. Alors j'ai mis en premier les équipes éditoriales, créatives ou le client final parce que, a priori, c'est l'usage le final qui va déterminer tout ce qu'on va concevoir en amont, mais ça va être les premiers impactés de cette fameuse dette technique. Toujours avec de sur-mesure, on vient potentiellement créer une espèce de fracture dans l'expérience éditoriale. Pourquoi? Potentiellement, chaque bloc va avoir plus ou moins sa logique. Alors, ça peut être de la logique métier, et à ce moment-là, c'est OK. Mais ça peut être potentiellement une interface qu'on va repenser. Ça peut être potentiellement une ergonomie qu'on vient un petit peu ajuster en fonction des besoins. Et du coup, on va arriver petit à petit dans un goulot d'étranglement où certains blocs, sans documentation ou sans formation spécifique, vont pas être utilisables. Et ça, c'est un écueil qui n'est pas ouf. De la même manière où l'éditeur va devenir petit à petit incohérent ou de moins en moins prévisible. Donc, on enlève de la liberté pour les contributeurs de contenu qui vont devoir soit respecter une structure ultra rigide, soit à l'inverse, ils vont avoir des freins à la contribution parce que ils ne vont pas réussir à se dépatouiller de ce fameux bloc qui a été pensé différemment de l'expérience que Gutenberg nous propose par défaut. Donc, gardez en tête que même en tant que technicien, et je vais cibler pas que les devs en tant que tels, les responsables techniques ou autres, que vous avez un rôle ultra important dans l'expérience finale, que moi j'appelle expérience éditoriale et que d'autres appellent déjà de cette manière-là. J'ai pas du tout inventé ce truc. Et l'écueil des devs, c'est de potentiellement faire ça vite parce que c'est cool de coder, c'est potentiellement cool d'avoir réfléchi sur une problématique, mais surtout, on ne va pas la documenter parce qu'on ne sait jamais, si quelqu'un relit notre code, il pourrait ne pas être content de ce qu'on a produit. Donc, vous vous en doutez, ça complique
complexifie encore une fois la communication. Ça vous fait perdre du temps, que ce soit en termes de formation avec le client ou en termes de maintenance derrière, parce que du coup, il va falloir, sans documentation, se réapproprier le projet à chaque fois et faire des allers-retours. Vous avez compris que les acteurs qui pratiquent le site, du coup, on va mettre tout le monde dans le même panier, se retrouvent dans un flou qui est un peu difficile à gérer parfois. Et un peu plus récemment, j'ai repris quelques projets où j'ai vu des blocs sur mesure pour faire des choses que Gut fait déjà nativement. Et je me suis dit pourquoi. J'ai essayé de me mettre dans la place de cette personne qui a recodé un bloc call to action pour faire ce que fait un bouton déjà. Et je suis resté un peu sur le cul parce que je n'ai pas trouvé de raison. Donc pour ça, je me suis dit, si on en arrive à redévelopper des domaines métiers qui sont semblables de projet en projet, je vois un intérêt. Si ces domaines métiers ils sont déjà dans l'éditeur, j'y vois un peu moins d'intérêt. Indirectement, partez du principe que chaque bloc sur mesure que vous allez créer, ça va être une dette technique qu'il va falloir rembourser à chaque fois que vous retournez sur ce projet. Vous l'entendez, le fait de dire dette technique, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut aller ranger sa chambre quand on va refaire la maintenance sur le site en question ou sur les sites où on a industrialisé notre code sur mesure et qu'on le réutilise. On peut avoir un certain écueil de temps en temps à pas réussir à reproduire les bugs, etc. En soi, il y a une espèce de zone grise des fois entre le core qui peut rentrer en conflit avec le plugin Gutenberg, si jamais vous utilisez une version plus récente, bref. Je vous passe ces détails-là, ce n'est pas la partie la plus intéressante. Pour autant, votre obsession à ce stade-là, ça devrait être de pousser le plus vite possible en prod, donc de limiter le nombre de freins à l'entrée. On peut parler de leak, de fuite de performance, de sécurité ou autre. A priori, je pars du principe que tout le monde est un bon dev ou une bonne développeuse, donc ça n'existe pas. Mais surtout, vous devriez faciliter l'usage de ce que vous produisez pour simplifier la collaboration entre tous les métiers. Dernière chose, c'est pour ça que vous avez tout intérêt à suivre les standards de Gutenberg et ou WordPress. Mais aujourd'hui, Gutenberg évolue quand même, c'est une grosse partie des évolutions de WordPress. Donc, je vous en supplie, à partir de maintenant, arrêtez de coder du sur-mesure, arrêtez de perdre votre temps, arrêtez de refaire ce que WordPress fait déjà, et commencez à profiter de ce que Gutenberg vous propose déjà nativement. Vous verrez que vous gagnerez un temps de fou. Ensemble, à partir de là, on va commencer à établir tout un éventail de stratégies. Je ne les ai pas comptées, mais il y en a quand même plusieurs. Donc, j'espère que vous êtes bien assis et que vous êtes confortable. Premier pan, on essaye de ne pas coder. Comme Max l'a dit juste avant, on peut déjà faire joujou avec tous les réglages que Gut propose par défaut. Si vous allez chercher dans la doc, vous verrez que vous faites joujou en réalité avec des attributs de blocs. On reparlera de ces attributs plus tard. Dès lors que vous réglez n'importe quel et dès lors que vous adaptez n'importe quel réglage de l'interface, en réalité, vous venez déjà spécifier un comportement ou une esthétique sur ce bloc en particulier, dans ce contenu de ce document. On est d'accord que là, on peut difficilement faire plus avec des œillères. Deuxième manière de faire joujou, c'est de potentiellement exploiter ce que les thèmes vous proposent déjà nativement. Encore une fois, Max vous a parlé des styles de blocs qui pouvaient être intégrés ou qu'on pouvait créer. Sans coder, a priori, on peut déjà exploiter ce que le thème nous offre déjà. L'avantage, c'est que on ne perd pas de temps à recoder quelque chose qui potentiellement nous sert déjà dans le besoin final du site. Je ne m'étends pas trop sur la partie comment est-ce qu'on fait une composition. Je pense que Maxime vous a fait une belle démo. Pour info, ça existe déjà depuis la 5.5, donc ça existe déjà depuis beaucoup d'années. Pour autant, la version synchronisée existe depuis un peu plus récemment. Et donc là, je vous ai fait quelques petites slides de comment on crée une composition. Ce n'est pas la partie la plus intéressante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois que vous avez votre composition,
Je précise juste que j'ai gardé coché synchronisé sur cette étape-là. Vous pouvez en réalité bénéficier des surcharges de composition. Et ça, c'est un petit peu moins connu, ou en tout cas un petit peu moins utilisé. Ça permet de modifier localement un modèle qui est synchronisé. Donc ce modèle, c'est la composition. Pour autant, vous ne perdez pas la synchronisation globale. Et là, je pense que j'ai perdu 2-3 neurones. En local, dans un contenu, vous êtes désynchronisé d'une composition qui elle-même est synchronisée au niveau du site. Et là, normalement, j'ai remis les neurones en place. C'est une fonctionnalité qui est assez récente. Pour autant, je trouve qu'elle vient enrichir encore cette notion de design system où on peut trouver un niveau de granularité dans la composition, cette fois-ci non pas au sens WordPress, mais au sens design pattern du terme, on vient assembler des choses ensemble. Et ce que je vous propose, c'est une petite démo on ne peut plus simple. On va cliquer sur Enable Override tout en bas. On va choisir ce qu'on veut synchroniser. En l'occurrence, là, c'est le titre. À force de faire ça sur tous les blocs, vous voyez qu'à droite, j'ai 3 surcharges, le titre, la description et le bouton. Et dans mon contenu, je suis venu changer le titre rafting. En réalité, ce n'est pas moi qui l'ai fait, je le sors du blog de développeurs de WordPress, qui ont fait une petite vidéo que je vous propose de visionner. Promis, ça ne dure pas longtemps. On a dit qu'on partait d'une composition synchronisée pour une carte. Dans la démo qu'il est en train de faire, il aimerait rajouter une image. Bon, pour ça, il va grouper les textes ensemble, il va faire quelques petites bidouilles de style et il rajoute son bloc image comme je viens de vous le dire. Une fois qu'il a terminé sa mise en page, vous allez voir que... Quel suspense. Clique sur le petit bouton bleu en haut, s'il te plaît. On dirait Maxime qui fignole son site, là. Vous allez voir qu'il y a un petit écueil. C'est que, si vous le laissez tel quel, vous vous en doutez, dans ma card où j'avais le rafting, j'ai la même image qu'à gauche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'activer les surcharges. Ça va que vous suivez quand même. À partir de là, vous avez compris que vous pouvez réutiliser ces fameuses compos synchronisées dans ce que vous voulez, dans n'importe quelle page ou type de contenu, et vous êtes tranquille. Dernière manière de personnaliser sans toucher une seule ligne de code, ça va être de faire joujou avec les styles globaux que propose le Full Site Editing, où du coup, vous pouvez jouer avec tout ce qui est typographie, couleur, ombre, etc., la grille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin en cliquant tout à droite là-bas sur Blocks. Et du coup, par bloc, vous pouvez venir redéfinir ce que le thème potentiellement vous propose. Donc, c'est comme si on avait un thème, mais avec des règles locales pour notre site. Donc, indirectement, on vient personnaliser ce que le thème, lui, avait déjà personnalisé, en tout cas, opiniâtré. J'ai tenté, et ce n'était pas un défi de le placer. Résultat de tout ça, c'est là où vous venez créer de la cohérence entre l'équipe design et l'équipe tech. Pour autant, vous n'avez toujours pas codé. Donc, sans coder, on arrive quand même à gérer l'esthétique et on a 3 niveaux où on peut interagir. Le niveau le plus global qui est le site en entier, on industrialise la partie graphique. Un niveau intermédiaire où du coup on a notre assemblage avec tous nos atomes qui forment des molécules. Gut a préféré appeler ça des compositions et c'est OK. Et le niveau le plus spécifique où on peut, dans un contenu donné, surcharger le comportement ou en tout cas l'aspect d'un bloc. Ce qui m'intéresse, c'est que du coup, avec un peu de code, et j'essaie de pas trop en mettre, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin et on peut affiner cette fois-ci et les comportements et créer du coup une expérience éditoriale un petit peu plus aboutie. On va essayer d'appeler ça du presque sur mesure parce que le but du jeu, c'était qu'on ne code pas de bloc sur mesure.
Premier réflexe, c'est ce que disait Max, on va vouloir personnaliser du style. Vous allez me créer, avec les quelques petites lignes que je vous ai présentées avec le register BlockStyle, une variation, une déclinaison visuelle. Et très bonne idée sur le papier, sauf que en fait, ça ne correspond pas tout à fait tout de suite, en tout cas, à ce que vous voulez restituer visuellement. Donc, si vous êtes à l'aise avec PHP, vous avez juste à renseigner ce petit attribut-là, style data, et vous vous conformez au schéma de theme.json et vous avez le rendu que j'ai mis juste en dessous. Et sinon, vous suivez la bonne pratique que vous a dit Max juste avant, de créer votre style dans votre thème, dans le dossier style. Et ça, vous pouvez le faire depuis une version un peu plus récente, la 6.6. Pour autant, si je m'arrête là, il faut que je sélectionne manuellement à chaque fois mon style bluish si je veux l'appliquer à mon bouton, casse-bonbon. Donc, si je veux industrialiser ce style au niveau du thème, vous l'avez compris, cette fois-ci, theme.json. Donc là, on remonte les différentes briques que présentait Max juste avant. On met de côté l'esthétique et on essaye de faire un peu de fonctionnel. Par défaut, les blocs ont une anatomie un peu particulière. Entre autres, on peut activer ou désactiver des supports. Ces supports, c'est ce que vous voyez tout en haut de l'écran où j'ai par défaut l'arrière-plan avec mes images. En fait, même en PHP, si je ne veux pas faire du JSON à mes intégrateurs, je peux aller désactiver des fonctionnalités que l'éditeur me propose. Pour ça, je ne sais pas si vous voyez le filtre tout en bas, c'est block type metadata. Ce truc-là est exécuté très proche après avoir lu le fichier qui s'appelle block.json. Ce qui fait que vous pouvez directement bypasser le comportement d'un bloc natif et faire joujou avec. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, je désactive pour les titres le couleur de background, couleur de dégradé, et vous vous en doutez, le petit écran en bas où, parce que j'ai désactivé les deux seules fonctionnalités qu'il y avait dans les arrière-plans, a pu. Toujours dans le fonctionnel, cette fois-ci, je vais pouvoir déclarer une variation de bloc. Attention, on a tendance à faire le raccourci de variation de bloc égale style de bloc, 9. Variation de bloc égale fonctionnel, on vient préconfigurer un bloc avec des paramètres. Style de bloc, on vient précharger des styles dans un bloc. Et c'est pour ça que j'essaye de faire le distinguo entre les deux. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse un petit peu plus à ce comportemental? Parce que très souvent, on conçoit des cas d'usage métier, pas juste pour faire des blocs jolis, mais parce que la logique métier d'un seul composant, ça peut être plusieurs visuels possibles. Je la refais. Ce qu'on voit souvent, c'est plusieurs mécaniques fonctionnelles, plusieurs comportements combinés, alors qu'en réalité, on n'a qu'un seul résultat graphique. Exemple, les sliders de card, peu importe votre card, si c'est des articles ou d'autres types de contenus. Donc ce code-là que je vous ai mis, vous vous en doutez, il fonctionne que si vous registrez votre JavaScript. Sinon, ça ne fonctionne pas, vu que c'est du JS. Et dans l'exemple que je viens de prendre, là, j'ai fait une extension de la boucle de requête qui me permet d'aller préconfigurer la boucle de requête par défaut en affichant les 3 derniers postes. Là où j'ai pas été malin, c'est que je l'ai nommé exactement de la même manière qu'un bloc existe déjà. Et vous voyez que du coup, il y a 2 derniers articles dans la configuration en tout cas dans l'affichage de ma bibliothèque. Vous en concluez que quand vous enregistrez une variation de bloc, variation fonctionnelle, vous ajoutez en réalité un élément dans la bibliothèque. Et ça devient intéressant. De la même manière, on peut faire jouer avec block binding. Je passe un petit peu vite. Max en a déjà parlé. Je vous montre juste comment on fait une petite register de source custom où vous voyez tout à droite que j'ai juste défini un paramètre format que j'ai passé du coup cette fois-ci à gauche et ça me permet de définir qu'est-ce que j'ai envie d'afficher quand c'est pas un post méta par défaut. WordPress gère déjà les posts méta par défaut, vous avez juste à lui passer dans la source core/post méta et c'est good. Et la clé. Côté back,
vous avez déjà eu l'exemple, je passe. Pour autant, il y a une limitation, c'est que vous ne pouvez pas binder n'importe quelle source sur n'importe quel bloc. Aujourd'hui, vous avez ce tableau-là qui vous restreint un petit peu, qui sont les attributs de bloc qui sont enregistrés. Si on continue toujours sur la partie fonctionnelle, j'aimerais cette fois-ci enrichir un petit peu un bloc et lui rajouter des capacités. Exemple, mon bloc image pour respecter un petit peu des standards d'accessibilité, définir si c'est une image décorative ou non. Du coup, en PHP, je viens me register sur le block type en tant que tel et je viens lui rajouter un attribut que je viens définir en termes de métier, c'est-à-dire que ça va être un booléen, vrai ou faux, et par défaut, ça sera faux. OK. Une fois que du coup ce filtre est lancé par WordPress, il reconnaît cet attribut et je peux l'utiliser soit pour piloter le rendu, soit pour déclencher une logique d'affichage particulière, soit pour le connecter à la proposition stratégie que je viens de vous montrer juste avant, du block binding. Donc c'est entre guillemets une manière un peu élégante de ne pas faire de custom, mais de quand même pimper le natif. Si vous poussez le vis en JS, vous pouvez avoir la petite boîte en bas à droite en utilisant inspecteur contrôle, etc. pour du coup activer ou désactiver ça de manière manuelle. Mais je vous ai montré juste avant, parce que je ne vous l'ai pas dit, qu'on peut directement le mettre dans l'éditeur et c'est pris en compte. Si vous ne déclarez pas les tribus, vous vous en doutez, ce n'est pas pris en compte. Donc, si on passe à la stratégie d'après qui est de se hooker sur le rendu du bloc, on peut très bien venir chercher ces attributs et faire quelque chose avec. Et là, je vous montre une API qui n'est pas tout le temps très bien connue, la HTML API avec la classe WP-HTML tag processor. Alors, je suis désolé parce qu'ils auraient pu choisir un nom de classe encore plus long. Pour autant, ça va me servir, vous voyez, quand j'ai mon attribut isDécorative qui est déclaré sur mes blocs, de pouvoir rajouter un rôle sur mon image en particulier. Et donc là, je viens pimper encore une fois mon bloc natif et lui donner un peu plus de logique métier, quand bien même la logique métier, elle n'est pas très velue à ce moment-là. Et si on pousse toujours ce curseur de je veux gérer du conditionnel ou faire de l'affichage en fonction d'une logique à part entière, en fait, je vais pouvoir me baser sur les données du thème JSON. Vous allez les intercepter depuis le thème et vous allez agir dessus. Comment est-ce que je fais? Là, l'exemple que je vous donne, c'est est-ce que l'utilisateur est connecté? Et je vous ai fait un exemple avec uniquement une couleur, mais vous avez la restitution à droite de si vous le faites avec plusieurs couleurs. Et du coup, si vous avez bien nomenclaturé vos couleurs, vous pouvez très facilement dire mon primary dans le cas du connecté est bleu, dans le cas du non connecté est vert. Cet exemple est complètement absurde, mais ça vous permet de comprendre que, au lieu de gérer ça avec du connecté, pas connecté, vous pourriez très bien faire pré-prod, prod, etc. avec des gros bandeaux rouges de « attention, tu es en train de faire des bêtises ». Ou bien, commencer à cadrer l'autonomie de votre contributeur de contenu final en fonction de son rôle. Vous combinez ça avec les différents supports et ou les fonctionnalités de WordPress que vous pouvez activer, désactiver. J'ai pris l'exemple des couleurs ici. Ou si je suis admin, free-to-play. Si je suis éditeur, un peu moins free-to-play. Un peu moins free-to-play, mais dans la logique de capitaliser sur un site qui ne ressemble pas à un sapin de Noël à la fin. Ce que tous les designers rêvent. Dernière étape, pour du custom en tout cas, ça va être potentiellement de rajouter toute la partie interaction, interactivité et ou surcharge en JS. WordPress a sorti du coup sa petite librairie qui ressemble beaucoup à Alpine.js pour ceux qui kiffent Tailwind. Et c'est une nouvelle manière, alors je mets plein de guillemets parce qu'elle n'est pas nouvelle, mais récente en tout cas, qui vous permet de du coup surcharger, encore une fois, le comportement d'un bloc que vous voulez pimper ou personnaliser. Vous voyez en haut à droite que je me hook sur le rendu du bloc pour ajouter un petit bouton copier-coller. Alors il ne va pas coller, copier, copier. Et ça ira me copier le code qu'il y a à l'intérieur de ma balise pré. Pour ça, je déclare cette fois-ci à gauche mon store avec Interactivity API,
qui me donne l'action que je déclenche. Et à la fin, bah, vous vous en doutez, j'ai plus qu'à dire tout en bas à droite, j'active l'Interactivity API dans les supports de mon bloc, je register mon script et j'ai créé la glue pour garder le comportement du bloc natif et quand même alimenter ou en tout cas surcharger avec un bloc boosté aux stéroïdes, si on peut l'appeler comme ça. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est qu'en plus de gérer l'aspect graphique, on gère aussi l'aspect fonctionnel et on obtient un niveau de granularité qui est hyper important grâce au code. Toujours les mêmes 3 niveaux, je ne reviens pas dessus, on a juste plus d'outils avec du code, c'est pas évident. Pour autant, on ne vient pas exploser notre stack technique, on ne vient pas surempiler des technos et des technos et des technos. Et c'est ça la puissance de Qt, qui est à la base un éditeur visuel, mais qui du coup devient extensible par petites touches à droite à gauche. Je vous ai listé ici l'exhaustivité de c'est quoi un bloc. L'idée, c'est pas de vous faire peur, c'est plutôt de vous montrer le champ des possibles et que vous ayez creusé de ce côté-là. Et pour ça, je vais vous montrer un exemple, il y en a d'autres, et je vous partage les slides à la fin, de ce qu'on a pu faire pour faire un méga menu natif. Donc ici, on vient identifier un déclencheur qui est mon petit bouton en haut à droite, devenir distributeur, et je définis un élément à afficher caché qui est mon énorme méga menu en blanc. Histoire de vous montrer que j'ai bien fait du natif, il n'y a aucun code custom là-dedans. Et donc j'ai utilisé le bloc navigation natif et le bloc groupe natif. Et qu'est-ce qu'on a fait? Une variation pour venir préparer la structure du méga menu. Un attribut pour ajouter un identifiant unique sur mon groupe, vous le voyez à droite, devenir distributeur, et je me suis hooké sur le rendu pour venir créer cette fameuse identifiant. J'ai rajouté un attribut cette fois-ci dans le HTML. Au final, quand je clique sur mon lien, qu'est-ce qui me manque? De faire la même chose, me hooker sur le rendu, définir un attribut, soit avec une variation, soit en me hookant directement, en définissant le style du bouton. Et il me reste juste à dire, quand je clique sur ce bouton, ça affiche cache l'identifiant concerné. Avec quoi je le fais? Avec l'Interactivity API, oui. Donc merci, l'Interactivity API. D'autres exemples rapides que je ne détaille pas. Vous pouvez faire un système d'onglets très facilement. Vous pouvez faire des onglets dynamiques sur la base de taxo, où vous activez, désactivez, affichez ou pas des FAQ, par exemple. Vous pouvez gérer des filtres dynamiques. L'idée, c'était d'activer, désactiver des cartes de formation en fonction de leur domaine. Vous pouvez surveiller du scroll en mode, si vous avez des articles très très intéressants dans le juridique, mais du coup qui sont très longs, et vous pouvez informer entre guillemets l'utilisateur de où est-ce qu'il en est. Et le vrai cœur du truc, c'est combinez-vous avec votre imagination ce que vous voulez faire. C'est là où ça m'amène à une conclusion un peu, qui ouvre un petit peu ce que je viens de vous présenter là. On peut agir sur l'esthétique, c'est cool, on garantit une cohérence visuelle, les designers sont contents. On vient modifier du fonctionnel, a priori on est capable d'adapter du comportement à un vrai besoin métier, c'est cool, mais surtout ce qu'on vient faire là, c'est qu'on facilite la contribution du contenu, on ne réinvente pas la poudre et on garde l'expérience éditoriale que Qt nous propose par défaut. Du coup, l'interface reste prévisible, souple, etc. Et ça nous permet potentiellement de ouvrir un langage commun entre tous les acteurs qui vont bosser sur le site en facilitant la collaboration. Pourquoi? Parce qu'on vient faciliter le métier du designer, on vient faciliter le métier de la tech, on vient faciliter le métier du marketing contenu. Le dernier qu'on pourrait envisager, c'est de faciliter la vie du client derrière. Et je vous renvoie à la conf de Max qui l'a très bien expliqué. Si vous avez des questions ou si vous voulez copier le code, je vous ai fait un petit QR code pour pouvoir télécharger les slides si ça vous intéresse. Merci à vous.
que vous avez des questions? Et j'ai toujours pas trouvé la réponse pour le dark theme. Je sais pas si la personne qui a posé la question tout à l'heure. Non, moi, c'est pas pour ça. Quand tu crées une variation de style d'un bloc, donc par exemple avec ton bouton bluish tout à l'heure, Ouais. est-ce qu'on peut le styliser directement dans l'éditeur de style de WordPress? Oui. Sans rien styliser à côté de Oui. ça en code? J'ai fait exprès de montrer de faire plein de choses identiques de manière différente. C'est très chiant dit comme ça. Ici, si tu reviens dans, du coup, là, tu as possibilité, sans faire du code, de quand même donner le comportement par défaut de ton bouton. De celui que tu viens de créer, quoi. Celui que je viens de créer spécifiquement avec les 2 ou 3 pixels de radius, la couleur bleue, la bonne typo, etc. Au passage, d'ailleurs, truc qui est quand même bien fait, il vous ajoute tous les styles. Alors c'est là où je ne suis pas d'accord avec la nomenclature anglaise de style variation, mais c'est pas grave. Il vous rajoute quand même tous les styles de blocs qui sont enregistrés par défaut dans le thème, donc vous pouvez surcharger les styles de blocs sans coder. Je n'en ai pas parlé, mais merci pour la question. Ça permet de rebondir là-dessus. Merci pour la conf. Comment tu ajouterais un icône dans un bouton, par exemple, un icône en SVG Alors, à date, le comment est-ce que je l'ai fait, je me suis hooké, j'en ai pas parlé, dans la barre d'outils du bloc bouton en question, et j'ai rajouté un custom format dans la toolbar API. Avec ma librairie d'icônes, et du coup, c'est moi qui choisis où c'est que j'ai envie de la mettre. Autre manière de faire, que j'ai vu récemment dans toujours le même blog développeur WordPress que vous pouvez faire joujou avec, tu peux définir un attribut icône right, icône left ou icône tout court et définir position right ou left. Et de la même manière, dans ton attribut, tu viens afficher à droite dans l'inspecteur contrôle toute ta librairie d'icônes et tu fais joujou, tu cliques. Et a priori, les deux restent du comportement natif de l'éditeur, donc tu viens pas détériorer l'expérience en mode tout d'un coup, tu sais pas pourquoi ta barre d'outils elle est noire, ou elle est verte, ou elle est jaune, ou elle est tout en bas, ou en dehors de l'écran, j'en sais rien. Voilà. C'est les deux trucs que j'ai en tête là, à chaud comme ça. Merci Florian, super conf. Je voulais, comme toi, j'ai été très séduit par la surcharge des compositions. Je voulais juste mettre un warning, Oui. sachant que quand c'est une compo synchronisée, c'est comme faire un get template part. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de votre page. Donc attention, certaines extensions, par exemple de SEO ou autres, ne pourront pas voir votre contenu qui est dans la compo synchronisée. Et ça peut faire quelques surprises, quelques retours en arrière. Oui. Voilà. C'était juste un warning. Après, pour le SEO ou autre, si tu as un plugin de cache ou machin bien chouette, a priori. Sur le HTML, aucun problème. Ouais. C'est ça. Mais si tu as une autre extension qui vient regarder ce que tu as dans ta page, ça ne fait pas partie Ah oui, de la page. ok, pardon, j'avais pas Voilà. compris. Vous avez votre composition, vous surchargez, vous changez le titre, la kayak, etc. Ou Ça ne fait serait-ce pas que partie- compter le nombre de mots dans le contenu, il est pas la capable. lecture ou autre, voilà, ça fait pas partie de la page. Ouais. C'est Ouais. comme si on venait, en fait, c'est enregistré en post. Toutes les compositions synchronisées sont enregistrées en post et donc ne font pas partie du contenu de la page quand on est en BO en tout cas. Donc voilà, il faut faire juste attention de ne pas mettre des informations. Par exemple, si votre Yoast SEO ne retrouve pas votre détail, Pas grave. Voilà. ça retrouve pas, ça arrive pas à prendre votre texte pour vous faire le petit résumé. C'est qu'en fait, vous êtes peut-être dans une compo synchro. Ouais, tout à fait. C'est parce que c'est l'heure du goûter que vous êtes timide ou... Merci à vous. Bon ben on va s'arrêter là.